Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors dans les commentaires, beaucoup de gens quand je cite des noms me disent « Mais on ne connaît pas ces joueurs, est-ce que tu pourrais nous les présenter ?» Et ça a été le cas notamment pour Christian Medina. Donc je vais parler de ce joueur, je vais parler aussi de Ramazzani. Ces deux joueurs, on va dire, sont dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire « l'OL va recruter les 3 joueurs » que je vais mentionner, mais simplement pour présenter ces joueurs et essayer de se dire est-ce qu'ils correspondent vraiment à ce dont on a besoin. Ce n'est que mon point de vue, hein. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui a la signature, donc peut-être qu'il y a des choses que moi je ne vois pas et que les recruteurs voient. Donc c'est surtout pour vous présenter 3 jeunes joueurs hein, qui sont donc murmurés. Alors vous allez voir, à chaque fois il y a quand même une base sérieuse, hein, j'invente pas des noms, je ne prends pas les premiers noms qui viennent sur les fils Twitter. On va commencer avec Hannibal Mejbri. Donc là c'est une info de Fabrizio Romano, hein, vous savez, journaliste italien spécialisé dans le mercato. Donc j'ai lancé une traduction automatique du tweet. Donc il nous dit Hannibal Mejbri ne participera pas à la CAN car il peut quitter Manchester United pour être prêté en janvier. 3 clubs veulent le signer. Ils veulent tous qu'il soit disponible en janvier-février. Alors je trouve ça quand même un petit peu embêtant parce que donc Mejbri est tunisien. Il pourrait ne pas participer à la CAN parce que Manchester United voudrait le prêter, éventuellement le transférer, et les clubs qui sont intéressés disent oui, on le veut bien, mais on veut qu'il soit disponible tout de suite. Donc je trouve ça quand même un petit peu embêtant qu'un joueur ne puisse pas aller en sélection nationale pour des histoires contractuelles. Bon après, libre à lui de dire si je suis sélectionné, je vais avec ma sélection. Que vous veuillez me recruter ou pas. Après, c'est un jeune joueur, forcément. Il a moins de poids qu'un joueur beaucoup plus expérimenté. Donc, vous voyez, 3 clubs sont sur les rangs. Donc, le FC Séville, l'Olympique Lyonnais, évidemment, et Fribourg, en Allemagne, donc des destinations européennes. Il faut dire que Mejbri a cet grand avantage d'être franco-tunisien. Donc il a un passeport français et ne compte pas comme extra-communautaire. Donc ça évidemment c'est très très important. Alors passeport français tout simplement parce qu'il est né à Ivry-sur-Seine dans le 94 si je ne me trompe pas. Et c'est un joueur qui est milieu de terrain offensif, qui aime bien dribbler, donc qui évolue actuellement à Manchester United et vous voyez qu'il n'est en contrat que jusqu'au 30 juin 2024. Donc Manchester est bien obligé un petit peu de prendre une décision. D'ailleurs, dans le tweet de Fabrizio Romano, on nous dit des pourparlers pour le prolonger sont en cours avec Manchester United. Hein. Donc Manchester visiblement aimerait quand même bien le garder. Seulement, comme j'ai dit avec Van de Beek, il y a tellement de concurrence au milieu de terrain à Manchester United que ça va quand même très très difficile pour Hannibal de se faire sa place dans cet effectif et peut-être que pour lui, à 20 ans, 21 ans au mois de janvier, eh bien il est temps d'aller gratter du temps de jeu parce que vous allez voir dans les stats que du temps de jeu, il en a eu très très peu. Alors cette saison, en Première Ligue, il n'a joué que 5 matchs, une fois titulaire quand même, 28 minutes. Il a réussi quand même à mettre un petit but et à faire 0,48 expected passe décisive. Plutôt propre avec le ballon, hein, vous voyez, 84% de précision dans ses passes, donc évidemment c'est très très bien. Après dans les duels, il donne pas sa part au chien, même si ce n'est pas sa qualité principale. Je suis allé voir des vidéos de lui, évidemment, hein, pour me faire un petit peu une idée. Et effectivement, c'est un joueur qui aime bien le dribble, qui aime bien la provocation en dribble. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un peu comme Ryan Cherki, mais c'est quand même un petit peu ça. Après, évidemment, le peu de matchs qu'il a fait font qu'on a peu de recul sur lui. Alors il se trouve qu'en 2022, il a été prêté à Birmingham City en Championship, dans la 2e division
anglaise, et que là, il a joué. Il a joué beaucoup même. 38 matchs, 21 fois titulaire, 51 minutes par match, un but marqué. En termes de précision, là c'était moins bon, mais bon, il y a un échantillon beaucoup plus important, 72%. En termes de duel, on est toujours un petit peu au même niveau, environ 45%. Après, la Championship, ce n'est pas la première ligue, hein. C'est un championnat qui est extrêmement compétitif, mais les stats que vous pouvez faire en Championship ne veulent pas dire que vous allez réussir. On voit notamment l'Olympique de Marseille qui a recruté des joueurs qui étaient brillants en Championship et qui ont beaucoup de mal à faire le boulot en Ligue 1. Bon, Fabrizio Romano nous dit que l'Olympique Lyonnais est dessus. Pourquoi pas. Moi, je pense pas du tout que c'est le genre de joueur dont on a besoin. En tout cas, à l'heure actuelle, on a besoin de joueurs, on va dire, référencés. Et ce joueur, c'est un prospect. Alors le prendre gratuitement l'été prochain, pourquoi pas, puisqu'il sera en fin de contrat, alors sauf s'il prolonge avec Manchester United. Mais là, au mois de janvier, honnêtement, je verrais franchement pas l'intérêt de prendre ce joueur. Il n'offre absolument aucune garantie, donc voilà, j'en parle parce que c'est un peu l'info du jour. Mais j'ai beaucoup de mal à croire que l'Olympique Lyonnais aille sur ce joueur. Alors deuxième joueur qui lui un peu est l'objet du scandale, Christian Medina. Donc joueur argentin qui évolue actuellement à Boca Juniors, et il fait polémique, alors pas lui, il est pour rien le pauvre, mais son dossier, on va dire, fait polémique puisque, vous le savez, Botafogo, enfin si vous suivez mon anglais communauté, Botafogo veut absolument ce joueur, mais n'a pas l'argent pour. Alors ils ont fait une première offre à Boca Juniors de 7 millions de dollars, donc peut-être environ 6 millions d'euros. Boca, en plus, ils voulaient payer... Enfin, c'est un peu la méthode Textor, hein. Ils voulaient payer en plusieurs fois et ne rien donner au début pour donner plus en 2026 quand le joueur était déjà transféré et qu'ils ont récupéré l'argent du transfert. Donc un peu n'importe quoi, et Boca Juniors a dit non, même si on vous le vend, on veut l'argent, en tout cas le gros de l'argent maintenant et pas en 2026. Ce qui peut tout à fait se comprendre, parce qu'en 2026, évidemment, le joueur ne sera plus à Botafogo, il sera transféré en Europe et potentiellement à l'Olympique Lyonnais. Et puis, donc ça c'était la première chose, les modalités de paiement, et Boca Juniors estime que 7 millions ce n'est pas assez. Alors, on apprend aujourd'hui que Botafogo a augmenté son offre à 8 millions, mais Boca Juniors en attend 15, donc vous voyez qu'on est encore très très loin. Bon, évidemment, Botafogo ne va pas forcément donner 15, c'est de la négociation, donc peut-être que ça va se conclure à 10-12 millions. Mais en tout cas, ça fait beaucoup trop pour Botafogo, et donc, l'idée de John Textor, c'est de faire acheter le joueur par l'Olympique Lyonnais ou par Crystal Palace. Alors Crystal Palace, je n'y crois pas du tout, puisque John Textor a certes 46% des parts, enfin tout du moins Eagle Football a 46% des parts, mais il n'a pas de pouvoir décisionnaire, puisque les parts ne donnent pas les mêmes droits de vote, enfin toutes les parts ne donnent pas les mêmes droits de vote, donc même s'il a 46%, lui-même a reconnu qu'il n'avait, je crois, que 25 ou 30% des droits de vote. Donc évidemment, il peut pas décider de faire son business comme ça avec Crystal Palace. Alors sauf si Crystal Palace veut le joueur, évidemment, ça c'est autre chose. Eux-mêmes sont d'ailleurs très bien fournis au milieu de terrain, mais bon, pourquoi pas, c'est une possibilité. Mais là où John Textor a beaucoup de pouvoir, c'est évidemment à Lyon. Donc l'idée c'est de faire payer le transfert par Lyon, de le prêter pendant un certain temps, alors je pense toute l'année 2024, puisque vous savez, le championnat brésilien est annuel, donc de février, je crois, à décembre, ou de mars à décembre. Et puis que nous, on le récupère en janvier 2025, si le joueur a le niveau, parce que ça, c'est tout le problème. Est-ce que le joueur a le niveau? Alors moi, très sincèrement, c'est un peu comme le joueur de Manchester United, c'est des joueurs que je ne connais pas. Donc j'ai fait des recherches sur le joueur et vous allez voir qu'il y a quand même des points qui me paraissent un petit peu délicats sur ce joueur, puisqu'il est dans les radars depuis déjà pas mal de temps, et notamment d'équipes européennes, mais alors que pour des équipes anglaises
10, 12, 15 millions, c'est vraiment rien du tout. Et ben pour le moment, personne n'a bougé. Donc je m'étonne un petit peu. Donc on va regarder un petit peu les stats de ce joueur. Et puis un article que j'ai trouvé dans Goal qui parle donc du joueur. Et c'est un article qui date d'il y a déjà 2 ans. Et depuis 2 ans, il est toujours à Boca Juniors. Et pour le moment, la seule équipe qu'il veut, c'est Botafogo. Donc moi, j'ai des doutes. Donc les stats de Medina avec Boca Juniors sur l'exercice qui vient de se terminer. On voit déjà que c'est un joueur qui est droitier, qui est milieu de terrain, 1m78, 21 ans. Vous voyez que sa valeur est aux alentours de 8 millions, hein, donc déjà le payer 15, c'est presque le double de sa valeur, on va dire objective. Hein. Après, une valeur, c'est un accord entre l'acheteur et le vendeur. Donc si Botafogo, via l'Olympique Lyonnais, veut mettre 15 millions, à mon avis, c'est surpayé. Parce on va dire une pépite de 21 ans qui évolue toujours en Amérique du Sud, à mon avis, c'est pas vraiment une pépite. Bon, on va quand même regarder ses stats, même si c'est des stats du championnat d'Argentine, qui est un championnat qui est vraiment pas terrible. Alors, je crois que lui était à la finale, est titulaire à la finale de la Copa Libertadores, qui est un peu la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. Donc bon, c'est un bon joueur du championnat argentin, on va pas dire le contraire. Moi, j'ai regardé des vidéos, franchement, j'ai rien vu de transcendant. Mais aussi, il faut être honnête, les vidéos, elles sont moins parlantes pour un milieu de terrain que pour un attaquant ou un défenseur qui va pouvoir faire des gros duels. Un milieu de terrain, alors on peut voir sa capacité à casser des lignes avec la passe, avec le dribble. Mais moi, de ce que j'ai vu des vidéos, franchement, j'ai pas été ébouriffé par ce joueur, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, si on regarde sur le plan statistique, donc en 2023, 23 matchs joués, 13 fois titulaire. Donc vous voyez, c'est pas non plus un titulaire absolu. 59 minutes en moyenne, 3 buts. Bon, pour un milieu, c'est quand même pas mal. Il avait 2,42 XG, donc il était en surperformance sur ce registre. Une passe décisive pour 1,25 expected assist. En termes de protection et de qualité des passes, et là, c'est quand même du top niveau. Hein, c'est-à-dire 89% au global, 94% dans son propre camp, 83% dans le camp adverse et 80% sur les ballons longs. Donc, on voit quand même que c'est un joueur qui techniquement semble très très à l'aise. Après, quel est le degré de pressing du championnat argentin? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, si vous-même vous suivez Boca Juniors, vous suivez les championnats d'Amérique du Sud et que vous connaissez le joueur, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau des duels, pour un joueur d'1m78, on est à plus de 50%, donc ça c'est très bien, 53%. Au global, bon, un peu moins dans les duels aériens, c'est normal, mais 54% au sol, 8 ballons perdus, ce qui est pas énorme. Alors après, il n'a pas 90 minutes de temps de jeu, donc c'est difficile de le comparer avec des joueurs qui sont titulaires. Donc vous voyez des stats quand même plutôt positives pour le joueur, mais visuellement, après évidemment, je ne vais certainement pas juger ce joueur pour avoir vu des highlights sur YouTube. Je pense que c'est le type de joueur qu'il faut voir sur la durée, sur 4, 5, 6 matchs, pour vraiment se rendre compte de sa qualité. Mais ce qui m'ennuie un tout petit peu avec lui, c'est que vous allez voir donc un article qui date de 2021, de décembre 2021, donc il y a exactement 2 ans, qui était très positif sur le joueur, et je remarque que depuis, rien ne s'est passé, alors que dans l'article, on nous dit qu'il y a quand même des clubs importants qui s'intéressaient à lui, des clubs européens. Donc vous voyez, version anglaise de Goal, donc Gonzalo Garcia, le journaliste, donc 3 décembre 2021. Et vous voyez qu'on nous dit que Medina, le Wonder Kid, donc la pépite, si on pourrait dire, de Boca Juniors, gagne de l'intérêt en Europe. Donc on nous donne les noms, à cette époque-là, il n'avait que 19 ans. Et on nous dit notamment que le PSV Eindhoven, le Zénith Saint-Pétersbourg, étaient intéressés par le joueur. Vous voyez, c'est pas non plus le Barça, le Real et compagnie. Hein. Donc on est quand même sur un joueur
on va dire de deuxième niveau. À cette époque-là, on demandait 13 millions, donc vous voyez, le prix n'a pas tellement évolué. Le Zénith avait fait une offre à 6 millions d'euros, mais ça ne s'est pas fait, et donc 2 ans plus tard, eh bien, il est toujours à Boca Juniors. Ce qu'on peut noter, c'est que son modèle, il le dit dans l'article, c'est Leandro Paredes, donc qui est passé par le PSG, et d'ailleurs qui est lui aussi passé par le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc voilà, je me dis, mais bon, je ne l'ai pas vu, je vais pas faire le sachant là non plus sur ce dossier. Depuis 2 ans, les clubs intéressés, donc notamment le PSV et le Zénith, ne sont pas revenus à la charge, considérant sans doute que les 12, 13, 14, 15 millions demandés étaient beaucoup trop élevés. Et donc 2 ans après, il est toujours là-bas. Donc je ne sais pas, je pense que les scouts du PSV et du Zénith ont dû le voir quand même assez souvent pour se dire qu'il ne valait peut-être pas le prix qui était demandé, parce que quand même le but pour beaucoup de ces clubs c'est de faire des plus-values, et si vous avez acheté un gars déjà 15 millions, pour faire une plus-value, va falloir que sa cote augmente énormément. Si vous le payez 7-8 millions, vous pouvez éventuellement doubler votre investissement. Donc bon, je ne sais pas, si vous le connaissez, surtout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça sera intéressant pour toute la communauté. Dans le site JM Scout, qui est spécialisé dans le scouting des joueurs notamment sud-américains, on nous dit donc que Medina c'est 1m78, que le potentiel du joueur c'est 8,5 sur 10, donc c'est très bien. Ses forces, la passe, la vision et le contrôle de ballon. Bon, c'est un peu ce qu'on comprend en étudiant ces statistiques. Donc voilà, je suis un peu mesuré sur ce joueur. Certains aspects qui laissent penser que c'est vraiment un joueur très intéressant, et d'autres qui font que notamment le manque, on va dire, d'excitation des clubs européens, même ceux qui ont beaucoup de moyens pour aller le chercher depuis 2 ans, me laisse un petit peu perplexe, mais bon, après l'Olympique Lyonnais, déjà avoir un bon milieu, on ne demande pas une superstar ou un crack, c'est déjà pas mal. Après, le montage envisagé laisse plutôt rêveur, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Troisième joueur, c'est Largi Ramazzani, donc joueur belge, ailier, qui évolue actuellement à Almeria, donc en Espagne, joueur suivi depuis plusieurs mois par l'Olympique Lyonnais, et je pense donc par Mathieu Louis-Jean. Alors qui est un joueur, on va dire, qui intéresse l'OL pour une raison simple, c'est qu'il joue du côté droit, ailier droit, et donc l'OL pense que si Ernest Nuama part à la CAN, ce qui sera sans doute le cas, sauf blessure bien entendu, Ramazzani pourrait largement le remplacer. L'OL n'est pas le seul club intéressé par Ramazzani, puisque le LOSC, donc Lille, est également sur le joueur. Et Almeria en demanderait à peu près 10 millions d'euros, ce qui là aussi fait quand même cher pour l'OL, vu la situation du club. La différence quand même, c'est que Ramazzani déjà évolue en Europe, il est lui-même belge, donc il n'y a aucun problème d'adaptation. Je pense qu'il est francophone, je n'en suis pas certain, mais je pense qu'il est francophone. Et il faut le dire, c'est un joueur assez spectaculaire. Je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube de ses buts ou de ses actions. Vous allez voir que c'est vraiment un joueur très spectaculaire. Là aussi, je ne vais pas m'enflammer et dire qu'il est exceptionnel, parce que les vidéos, c'est les meilleures actions. Donc il faut voir évidemment le joueur sur l'intégralité de ses matchs. Moi, ce qui m'a plu dans les vidéos, au-delà de l'aspect spectaculaire, parce que ça, évidemment, c'est des highlights, c'est que j'ai remarqué que ce joueur-là, contrairement à Ernest Nuama, c'est quelque chose que je reproche beaucoup à Nuama, c'est son incapacité d'utiliser son pied droit. Et ce que j'ai remarqué avec Ramazzani, c'est que pied droit, pied gauche, il enchaîne sans aucun problème. Par exemple, il va recevoir une balle longue, il va pouvoir la contrôler et tout de suite se projeter vers l'avant des 2 pieds. Il a marqué des buts des 2 pieds également.
Donc je trouve que c'est très intéressant parce que finalement ce joueur, il pourrait tout à fait remplacer Nuama pendant la CAN, donc en évoluant du côté droit. Mais aussi, je pense qu'il est absolument capable d'évoluer du côté gauche, soit en faux pied, soit en vrai pied. On va regarder lui aussi un petit peu ses statistiques et sa situation contractuelle. Donc Largi Ramazzani, vous le voyez en contrat jusqu'en juin 2025, donc 18 mois de contrat. Pour Almeria, il est temps quand même de se dire il faut capitaliser sur le joueur. Valeur 5,6, ça c'est une valeur, on va dire, fixée par SofaScore, mais évidemment ce n'est pas une parole d'évangile, vous le savez, je l'ai dit un petit peu plus tôt, Almeria aimerait bien en récupérer une dizaine de millions. Alors lui, il est droitier, mais il joue à droite, donc ça déjà ça me plaît, parce qu'il va pouvoir alimenter Alexandre Lacazette avec des centres. Il peut également aller provoquer, revenir vers le milieu, et je pense qu'il peut tout à fait jouer du côté gauche. Donc vous le voyez d'ailleurs sur sa heatmap ici à droite. Bon, il peut totalement évoluer des deux côtés, donc c'est ça qui me plaît en fait, c'est que ce joueur, il peut remplacer Nuama pendant la CAN, mais quand Nuama va revenir, aller du côté gauche. 18 matchs cette saison, 10 fois titulaire, 2 buts sur 2,72 XG, donc un petit peu en sous-performance. En termes de qualité de passes, là c'est pas terrible, 76%, 54%. Alors 63% en global, 76% dans son camp, 54% dans le camp adverse. C'est des stats déliés, un petit peu je pense en dessous des moyennes, mais bon, c'est pas non plus cata. Mais c'est surtout quelqu'un qui percute énormément, qui va dribbler, qui va provoquer. Et ça c'est vrai que Nuama tente de le faire, mais moi je pense que Nuama il serait vraiment plus à l'aise s'il jouait à gauche. Vous voyez, quand je dis qu'il va remplacer Nuama à droite, on pourrait très bien imaginer d'ailleurs qu'en deuxième partie de saison, Nuama passe à gauche et lui passe à droite. Mais enfin bon, ça, c'est l'affaire du coach. Au niveau des duels, 30 et 34, c'est sûr, 1m67 ou 68, combien il fait 67. Il va pas en gagner des masses, mais lui, il est quand même assez musculeux, assez explosif. Donc c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui va aussi récupérer des ballons dans les pieds, donc 2,6 par match, ce qui est très bien, une interception et il réussit un dribble en moyenne, donc c'est pas mal du tout. Joueur intéressant, alors jeune certes, mais 22 ans, il a quand même battu sa coulpe, comme on disait dans le temps. Donc je pense que c'est un profil quand même qui est pas mal du tout. En tout cas moi qui ne me déplairait pas. Surtout un tarif aux alentours de 8 millions, je pense que ce serait pas mal. Donc là aussi, si vous avez l'habitude de suivre le championnat d'Espagne et notamment Almeria, que vous connaissez bien ce joueur, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai fait de mon mieux en allant chercher les éléments à droite et à gauche. De toute façon, on ne peut pas voir tous les matchs. Surtout, je vous avoue que franchement, aller regarder du Boca Junior, de l'Almeria ou du Birmingham City en Championship, j'ai pas franchement le temps. Si c'est le cas, donc vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.